Donc, Federica Butto et Lucie Lebrun. Federica Butto est doctorante en troisième année en littérature médiévale, rattachée au CELAM en tutelle sous la direction de Christine Ferlampin-Haché de Rennes 2 et de Fabrizio Cigni de l'Université de Pise. Après une licence en lettres modernes à Messine et un premier master à Pise en philologie romane, elle obtient un second master à Rennes 2. Elle consacre son projet de recherche à l'édition critique du manuscrit français 756 du Tristan en prose de la BNF. Lucie Lebrun, elle est aussi doctorante en littérature médiévale au sein du CELAM à Rennes 2. Et après des études en lettres modernes à l'université de Caen, elle a obtenu son master 2 à Rennes 2. Titulaire de l'agrégation, elle a enseigné d'abord dans le secondaire et ensuite à l'Institut universitaire de technologie de Rennes. Son projet de thèse, sous la direction de Christine Ferlampin-Haché, porte sur l'édition critique du manuscrit, manuscrit français de la BNF 1963, en manuscrit du XVe siècle qui contient des suites au roman Artus de Bretagne. Donc, le titre de leur communication d'aujourd'hui est édité en manuscrit médiéval, l'exemple du Tristan en prose, manuscrit français 756, et des suites d'Artus de Bretagne, manuscrit français 1163. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Alors, l'objectif de notre communication est de montrer les enjeux, les méthodes, les problèmes, les difficultés que l'on rencontre lors du processus d'édition d'un manuscrit du Moyen-Âge, afin de pouvoir partager avec vous nos expériences et notre manière de travailler, qui n'est pas tout à fait la même que celle des autres chercheurs, qui n'est pas bien connue en dehors de notre domaine. Nous voulions parcourir ensemble les différentes étapes qui amènent à l'édition définitive d'un texte, en commençant par la simple transcription diplomatique du manuscrit jusqu'à sa correction et aux commentaires. Nous appuierons nos propos sur nos deux expériences complémentaires, celle de l'édition d'un manuscrit non édité, une œuvre par ailleurs très connue mais la tradition manuscrite complexe, le Tristan en prose, et celle d'un manuscrit présentant un texte à ces jours non édité et donc inconnu, les suites d'Artus de Bretagne. Les Tristans en prose est un roman. Les Tristans en prose est un roman arthurien du XIIIe siècle qui rencontre la très connue légende des Tristan et Isolde, et il était un des romans français les plus lus au Moyen-Âge et pas seulement en France. L'œuvre a eu tellement de succès qu'elle s'est répandue dans toute l'Europe. Il est un des textes les plus importants de la littérature arthurienne européenne, mais aussi le plus compliqué à cause de sa longueur et de sa tradition manuscrite très prolifique. Artus de Bretagne est un roman de la toute fin du XIIIe siècle qui raconte les aventures d'un lointain descendant de Lancelot, fils unique du duc de Bretagne, un certain Artus, qui part chercher l'aventure et l'amour en Orient. La fin du roman est peu claire et diffère selon les manuscrits qui conservent le texte, et donc vous voyez un exemple magnifique ici. Le roman remporte un grand et durable succès. Au XVe siècle, un ou plusieurs auteurs, visiblement amoureux et de ce roman Artus de Bretagne et de la matière arthurienne, décident de continuer à raconter les aventures d'Artus. Ces continuations sont contenues dans 3 manuscrits du XVe siècle, qui ne sont pas du tout aussi beaux que celui-ci, voilà, conservés à la BNF. L'existence de ces manuscrits est connue des chercheurs qui ont travaillé sur la tradition manuscrite d'Artus de Bretagne, mais ils sont très peu lus, et cela s'explique aisément. Ces manuscrits sont inédits et ils sont peu soignés, écrits d'une écriture difficilement lisible. Il s'agit donc c'est le deuxième et le troisième maintenant, manuscrit. Il s'agit donc d'un texte dont on connaît l'existence, mais que personne ne peut lire. Au Moyen-Âge, les textes se transmettent par copie et chaque copie introduit son lot de variantes. L'éditeur d'un texte médiéval ne se trouve à peu près jamais face à un texte original, écrit de la main même de l'auteur. L'édition d'un texte médiéval suppose donc de choisir une stratégie qui permette de réduire cette variation à l'unicité d'un texte imprimé et édité, sans toutefois trop trahir la diversité médiévale.
Pour cela, il convient de réfléchir à un certain nombre de points et un certain nombre d'étapes que vous pouvez voir sur la diapositive et qui vont également constituer le plan de notre communication. Donc, on va commencer par le choix du manuscrit. Comment on choisit le manuscrit à éditer? Il peut y avoir plusieurs raisons. Parce que le manuscrit est un unique de l'œuvre, un manuscrit avec une version particulière ou inédite, un manuscrit avec des indices sur l'origine du texte, le lieu, le terme, le contexte de production, un manuscrit avec une langue caractéristique, c'est-à-dire d'une région précise et donc intéressante d'un point de vue linguistique. Du Tristan en prose, on a au total une centaine de manuscrits, mais rarement ils contiennent tous les romans et beaucoup sont fragmentaires. Plusieurs éditions critiques ont été publiées relatives à différents manuscrits et différentes versions du roman, mais jamais une édition unique qui reproduise le roman entièrement. Si une édition critique basée sur un seul manuscrit comprenant l'ensemble des lettres n'existe pas, le roman a été édité dans sa forme la plus exhaustive grâce à la réunion artificielle et scientifiquement problématique de deux éditions relatives à deux manuscrits différents, lesquels nous donnent ensemble le roman entier. L'édition de Curtis du manuscrit de Carpentras et la dernière édition de Venard du manuscrit de Vienne. Cependant, cette version factice du Tristan, bien qu'elle complète, n'a jamais existé, puisqu'il s'agit de la réunion de deux manuscrits différents, réalisés en deux siècles différents et dont la langue n'est pas la même. Moi, j'ai choisi d'éditer un manuscrit encore inédit, qui a toujours été considéré par la critique comme un témoin fondamental du roman, qui a une langue particulière, elle est pleine d'italianisme car il a été copié en Italie, et qui conserve des parties très anciennes du roman. L'édition critique de ce codex, qui comprend la première partie du roman, pourrait compléter donc l'édition de Venard du français 757, lequel représente sa suite naturelle. Le résultat serait l'édition du roman complet dans la version d'un seul manuscrit, donc une édition plus homogène et cohérente. Le texte que j'étudie n'est conservé que dans 3 manuscrits, tous les 3 du même siècle. Rien à voir donc avec la centaine de manuscrits du Tristan en prose. Ainsi, nous pouvons supposer que ces continuations ont connu un succès moins grand que celui d'Artus de Bretagne et plus circonscrit dans le temps. Malgré tout, 3 manuscrits conservés 5 siècles plus tard après avoir été écrits, cela signifie que le texte a été lu et copié, qu'il a sans doute rencontré un certain succès. Aucun seul manuscrit ne s'est d'emblée imposé à moi comme manuscrit de base, car ils sont tous les 3 raturés, troués, lacunaires. Vous voyez, la fin manque dans les 3 manuscrits. La comparaison entre les 3 ne m'ayant pas non plus permis d'établir une stéma ni aucune hiérarchie intéressante, j'ai opté pour un critère très pragmatique de choix, en choisissant le manuscrit le moins lacunaire, le plus complet, donc le BNF 19163, celui-ci. Deuxième point, la transcription. Transcrire un manuscrit veut dire lire et déchiffrer l'individu du codex pour la recopier en séparant le mot, en résoudant les signes d'abréviation et en mettant la ponctuation. Cela veut dire aussi faire un travail d'interprétation. Pour ce travail, il faut donc avoir des connaissances en paléographie. Ici, je voudrais vous montrer un exemple de transcription d'un paragraphe de mon manuscrit. Donc, vous faire voir le résultat. Donc, vous voyez, par rapport à l'image du manuscrit, je vais séparer les mots, mettre les majuscules en nom propre, mettre la ponctuation. Ici, je vous montre quelques exemples d'abréviation. Pardon. Pour vous montrer la variété des abréviations que vous pouvez trouver et les plus typiques. Et après, quelques exemples des abréviations des noms propres. Les abréviations sont utilisées par les copistes à partir du Xe siècle pour rendre plus rapide le processus de copie. Mais les systèmes dérivent de l'époque romaine et ont été inventés par Pyrrhon, le secrétaire de Cicéron, au 1er siècle avant Jésus-Christ. La séparation moderne des mots n'est pas encore fixée, même au XVe siècle, donc à la toute fin du Moyen-Âge. Il convient de réduire alors ce qui apparaîtrait comme une déroutante étrangeté pour le lecteur moderne. Il s'agit d'un travail relativement simple, parce qu'en français moderne, la séparation des mots est fixe et répond à des règles que nous maîtrisons tous.
Donc, en général, il suffit de séparer pronoms et articles considérés comme critiques en moyen français des noms et des verbes qui les accompagnent, même si on rencontre quelquefois des cas un peu plus compliqués, comme, alors, ici, vous voyez donc sur la première ligne, ouais, ça va arriver aussi. Donc, sur la première ligne, j'ai séparé par exemple le chevalier. Donc, chevalier, c'est l'abréviation qui est au milieu de la première ligne et le est collé. Donc, j'ai séparé en 2 mots, ça c'était facile. Mais il y avait un cas un petit peu plus compliqué. J'ai laissé dans la transcription que vous voyez à droite emmena en 2 mots. Et peut-être que je vais changer, je n'ai pas encore décidé, si je vais le ressouder, le fusionner en un seul verbe, le verbe emmener qu'on connaît en français moderne. Alors ça, c'est pour la séparation des mots. En revanche, pour la phrase, le problème est plus complexe. La phrase telle que nous la connaissons n'apparaît pas visuellement dans les manuscrits médiévaux, ou très rarement. Mais 3 manuscrits comportent quelques points et majuscules, mais qui ne sont pas placés là où on les attendrait. Alors, vous pouvez voir en jaune donc, sur le diaporama les seuls 3 points contenus dans le manuscrit sur cette page-là. Et ces 3 points ne correspondent pas à des points dans la traduction en français, enfin dans la transcription, pardon, dans la transcription. Ainsi, le premier point indique non pas la fin d'une phrase, mais un changement dans le discours direct, indique qu'on change de personnage. Le troisième ne sépare pas des propositions grammaticalement indépendantes. Le point correspond donc parfois à un point dans le français moderne, parfois à une virgule, parfois à un point-virgule, et parfois il n'est même pas possible de le retranscrire par une marque de ponctuation. Ce point peut par exemple marquer la séparation entre une subordonnée et une principale. Le point dans ces manuscrits n'est de toute façon pas un symbole unifié, mais juste un signe que le copiste utilise quand il lui semble devoir ajouter un peu de clarté à son texte. La fréquence de ces points diffère d'ailleurs d'un copiste à l'autre au sein du même manuscrit, puisque chaque manuscrit est copié par plusieurs mains, et bien sûr entre les manuscrits. Le manuscrit que vous voyez à l'écran comporte également des slash que j'ai retranscrits. On les voit mal sur la partie à gauche, mais bon, je les ai retranscrits donc à droite, qui séparent des segments de phrases, mais que l'on ne garde pas dans l'édition moderne. Il convient donc de réfléchir à la syntaxe du texte. L'opération est parfois évidente, mais parfois plus délicate. La ponctuation peut modifier le rythme du texte et parfois aussi son sens. Ce travail se révèle en tout cas particulièrement intéressant pour nourrir une réflexion linguistique sur ce qu'est une phrase, mais aussi pour une étude stylistique du texte, puisque cette absence de repères visuels incite l'auteur ou les copistes à écrire ce qui nous semble des phrases excessivement longues et à multiplier certains mots qui servent de charnière, comme « donc » que vous voyez au début de cette citation, qui indique très souvent le début d'une nouvelle section, ou bien la conjonction de coordination « et » qu'on peut lire parfois 6 ou 7 fois dans ce qui nous semble n'être qu'une seule phrase, et ce qui paraît donc très lourd à l'oreille moderne. La ponctuation et la mise en page interviennent aussi dans la distribution de la parole. De nombreux passages du texte que j'étudie sont au discours direct et il subsiste quelquefois une ambiguïté sur le partage de ce discours. C'est le cas dans l'exemple que vous voyez à l'écran. On ne peut pas savoir avec certitude si « a donc » est prononcé par le chevalier ou par le narrateur. Cette absence de ponctuation oblige les auteurs à un travail important sur les marques discursives du dialogue et de l'interpellation, ce qui a été étudié par exemple par Bernard Cerchiglini dans La parole médiévale ou plus récemment par Corinne de Noyelles dans sa poétique du dialogue médiéval. Troisième point, les collections. Étant copiés à la main par un copiste, de tradition ou pas, les textes de manuscrits présentent très souvent des erreurs de différents types. Des lapsus calami, des petites fautes d'une lettre de plus, d'une lettre de moins ou d'une lettre à la place d'une autre. Des dictographies, des répétitions d'un mot ou d'une syllabe, des lignes copiées 2 fois, dans la résolution fautive des abréviations, des omissions d'une syllabe à l'intérieur d'un mot ou d'un mot entier, des métathèses, c'est-à-dire des inversions de 2 lettres à l'intérieur d'un mot, ou de lacunes qui peuvent être brèves ou grandes. On a 2 manières d'intervenir sur le texte. La première est la plus simple et intuitive. On corrige les erreurs les plus banales et les plus évidentes, comme par exemple la dictographie, selon le sens. Ce qu'en philologie on appelle emendatio pengeni, correction guidée par la raison, par l'intellect. Comme il n'est pas possible de le corriger seulement avec l'aide de la raison, car on trouve des fautes plus importantes, plus compliquées,
On utilise la deuxième façon. On fait appel à l'aide d'autres manuscrits pour retrouver la bonne leçon. Ce qu'on appelle l'emendazio periodicum, correction suggérée par un autre manuscrit. On a recours à cette deuxième façon quand, par exemple, on a des lacunes ou des parties illisibles dans les codex et donc on ne peut pas reconstruire en se servant du sens et de l'intuition. Alors, ici, vous avez un exemple d'erreur autour d'un nom propre. Donc, le manuscrit Bennett 19163 écrit Lancelot du Lac. Or, aucun personnage ne s'appelle Lancelot du Lac dans le roman. C'est une erreur facile à corriger, puisqu'on sait que les personnages qui apparaissent ici, dans les personnages qui apparaissent dans cet épisode, il y a un Lancelot de Champagne, et les deux autres manuscrits donnent d'ailleurs Lancelot de Champagne. Mais c'est aussi une erreur intéressante à souligner dans l'appareil critique, car elle constitue un indice qui nous renseigne sur la lecture de ce texte par le copiste qui l'a copié. Cette erreur montre à minima que le copiste connaissait Lancelot du Lac, et sans doute qu'il le connaissait même beaucoup mieux que ce Lancelot de Champagne dont il raconte les aventures. Associée à d'autres indices, elle nous laisse donc entendre que l'œuvre était nettement lue comme une œuvre arthurienne, que l'arrière-plan arthurien était bien présent à l'esprit du copiste. L'erreur se révèle donc ici signifiante. Quatrième point, la collatio. C'est le terme latin qui indique en philologie la comparaison entre plusieurs manuscrits qui aide à corriger un texte, à étudier les différentes versions d'un roman s'il y en a, et à faire une classification de témoins existants d'une œuvre à travers un arbre généalogique, le stemma cordicum, qui montre les relations entre les manuscrits à travers l'étude des variantes et des fautes communes. Ici, je vous montre juste un exemple de stemma cordicum, donc d'arbre généalogique de manuscrits utrécins en prose. Après une longue réflexion, j'ai choisi 3 manuscrits, sur la synthèse des manuscrits utrécins en prose, pour effectuer la collatio avec les textes de mon codex. J'ai décidé de me tourner vers des témoins, pas forcément les meilleurs, qui pouvaient être utiles pour mon objectif, c'est-à-dire la collection du texte du français 756. Dans mon cas, le problème est plus facile puisqu'il n'y a que 3 manuscrits assez proches les uns des autres. Le manuscrit que j'édite et 2 autres qui me servent donc de contrôle. En revanche, le choix des variantes à faire figurer dans l'édition est un problème un peu compliqué qui suppose de bien connaître les différents manuscrits et surtout de choisir ce qui peut faire sens pour la lectrice ou le lecteur du XXIe siècle, qu'il ou elle lise pour son seul plaisir ou également pour quelques recherches littéraires. Le texte médiéval n'est pas un texte fixe, mais une variante selon le mot de Bernard Cervigny. Le choix des variantes est un peu donc le consensus pour donner à lire au lecteur moderne un texte figé, fixé, tout en donnant un aperçu de la richesse textuelle du Moyen-Âge, qui fait dire à Bernard Cervigny toujours que le Moyen-Âge est un atelier d'écriture permanent. Ainsi, dans l'exemple que vous voyez à l'écran, on ne voit pas le rouge. Ça ne marche pas, parce que je démontrais, c'est pas grave. Bon, alors j'avais mis presque tous les mots en rouge pour montrer qu'ils étaient presque tous différents dans les 3 exemples. Voilà. Mais malgré cette grande différence, donc quasiment aucun mot n'est parfaitement identique, cependant, il n'y a pas vraiment de variante notable. On peut éventuellement relever l'absence du verbe venir dans un des manuscrits, le NAF 20000, ce qui constitue vraisemblablement une erreur du copiste. Cinquième point, la paracritique. Le test de l'édition critique est accompagné d'un apparat où on enregistre les interventions produites nécessitées par la présence des lacunes de correction de la leçon du copiste. En ce qui concerne les reconstructions textuelles et les corrections, on s'appuie sur l'essence, sur l'usage linguistique de l'auteur contextuel intégré du hypothèse, et si nécessaire, sur la comparaison avec les autres manuscrits. Enfin, on explique les raisons qui nous mènent à corriger et dans la mesure du possible, on va signaler les erreurs en fonction de leur type. Et ici, c'était juste pour vous montrer des exemples d'apparat où j'ai enregistré toutes les collections que j'ai dû produire dans les textes en essayant d'expliquer aussi le type d'erreur. Sixième point, les index nomina glossaires. L'étude linguistique et onomastique des textes médiévaux représente un argument très riche
Par conséquent, on ne peut pas vous en parler dans les détails aujourd'hui. Les éditions sont souvent accompagnées d'un index de noms propres, dans l'ordre alphabétique détaillé, avec les variantes possibles du même nom propre, parfois avec le nombre des occurrences et l'explication des choix adoptés par l'éditeur. Les glossaires servent à sélectionner les lexiques les plus intéressants à remarquer et à commenter, comme par exemple les formes rares et difficiles, les néologismes, les abaxes et les expressions particulières. Et ici, je vous montre juste des exemples de noms propres avec les variantes. Donc, vous pouvez voir qu'un nom peut avoir beaucoup de variantes. Alors, le nomastique au Moyen-Âge fonctionne un peu différemment de la manière dont elle fonctionne en français moderne. Et c'est un vaste programme de recherche. Cela a donné lieu à un séminaire au CETN, au CELAM, dont les actes sont en ligne, dont un article de Frédéric Hart. L'index des noms propres est particulièrement important dans ces romans pour aider le lecteur à se retrouver dans les romans, dont le personnel romanesque et les lieux sont foisonnants, alors même que les noms propres n'ont pas une forme fixe au Moyen-Âge, mais varient énormément au sein d'un même texte, comme on a pu le voir rapidement ici. Les noms propres posent un autre problème. Ils sont très rarement signalés par une majuscule dans les manuscrits, et les noms propres médiévaux fonctionnent différemment de ce dont nous avons l'habitude. L'édition suppose donc de décider ce qui est un nom propre et ce qui n'en est pas un. Ainsi, dans l'extrait que vous voyez à l'écran, j'ai choisi de considérer la tour horrible comme un toponyme que je signale par 2 majuscules. Mais on pourrait également simplement considérer que les personnages voient une tour particulièrement horrible. Le texte joue en fait sur ces 2 dimensions et ne tranche pas. En revanche, j'ai choisi de ne pas mettre de majuscule à chevalier et de considérer cette mention comme une indication sur le statut du personnage qui apparaît ici, ou un indice de la première impression qu'il laisse à des personnages qui ne le connaissent pas. Mais ce choix n'est pas non plus incontestable, puisque tout le passage est un jeu sur le nom de ce personnage, désigné d'abord comme le chevalier de la tour horrible, puis comme crueux courage, donc courage cruel ou cœur cruel, avant de devenir le chevalier conquis. J'ai choisi de mettre des majuscules aux 2 derniers, donc à crueux courage et à chevalier conquis, parce que les 2 personnages commandent ces noms, mais là encore la situation est ambivalente. Le personnage précise que l'on appelle comme cela en raison d'un élément de sa biographie, et c'est cette ambivalence qui constitue un des grands intérêts du passage. Dernier point, l'étude codicologique, qui est fondamentale pour découvrir des informations concernant le lieu de production, les contextes, l'auteur, le mandataire ou le destinataire, qui se cachent derrière les décorations, les notes à marge de page, les techniques. Aujourd'hui, on possède beaucoup de preuves en faveur de l'origine italienne, plus précisément napolitaine, de codex que j'ai décidé d'éditer, comme la présence constante d'un blason attribué à la longue famille napolitaine des Caracciolo, qui devait être justifiée comme une référence au mécène ou au destinataire. Les études sur les miniatures ont permis d'identifier un des 2 miniaturistes comme le maître du Sénèque de Girolami, qui exerça à Naples entre 1340 et 1380. Pendant le royaume de la reine Jeanne Ier d'Anjou. Il s'agit de la preuve majeure de l'origine italienne du codex qui pose fin au long débat sur son origine géographique, sur laquelle les philologues ont beaucoup débattu et les litiges opposaient justement la France à l'Italie. Dans ces cas, l'étude des enluminures nous a permis d'avoir des informations sur le lieu d'origine, Naples, et aussi sur la datation de réalisation grâce à l'identification du miniaturiste. J'aimerais approfondir cette étude afin de rajouter d'autres informations à propos du mandataire, du destinataire et des propriétaires du codex qui sont encore inconnus. Dans mes 3 manuscrits, aucune miniature ni enluminure d'aucune sorte n'a étudié, mais cette absence en elle-même est signifiante. Ces manuscrits sont écrits sur papier et non pas sur parchemin, donc beaucoup moins cher. Ils sont peu soignés, ils sont copiés sans doute par des copistes amateurs ou bien par des professionnels vraiment très peu appliqués. Il semble donc qu'il s'adresse à un lectorat peu fortuné qui ne cherche pas à posséder de beaux livres, mais juste à pouvoir lire les aventures de ces personnages à moindre coût. La description des manuscrits donne ainsi quelques éléments de contexte qui peuvent permettre de mieux comprendre le texte, même si pour l'instant, je ne suis pas encore allée à la BNF, je n'ai pas encore vu réellement.
Donc, en conclusion, l'édition d'un texte médiéval est un travail philologique long et un peu technique qui peut paraître un peu austère, mais qui procure l'immense joie de sortir des profondeurs du temps un texte qui peut alors à nouveau parler aux lectrices et lecteurs du XXIe siècle. C'est un travail qui oblige à une réflexion poussée sur ce qu'est un texte au Moyen-Âge, sur ce qui sépare et rapproche les expériences littéraires de cette époque lointaine et de la nôtre. Et se confronter de cette manière à la matérialité du texte oblige à aborder sous un angle un peu décalé des questions de linguistique, de stylistique, de statut et de transmission du texte qui sont au cœur de la recherche en littérature, ainsi qu'à interroger en profondeur la notion même de texte. Merci pour votre attention. Bon, c'est le moment de mes questions. Ben, moi, si je peux commencer, j'ai un grand merci parce que vous avez permis de découvrir, je parle au nom de tous ceux qui ne se consacrent pas à ce type d'études, un travail que j'étais très contente de découvrir, très fascinée. Je voudrais vous demander quelles sont, à votre avis, les compétences quand on travaille si complexe et si varié vous permet de développer, et si à votre avis ces compétences pourraient être mises à profit même après pour d'autres types de travail, voilà, toujours peut-être dans l'édition, mais sur des textes différents. Donc, à votre avis, Non, c'est pas très facile comme question. Après, Federica et moi, on n'a pas exactement la même formation, parce que Federica avait une formation philologique, et moi pas du tout. J'ai fait de la littérature et je me suis retrouvée un petit peu par hasard à transcrire des manuscrits, à éditer un manuscrit. Mais donc, moi, en tout cas, ce que ça m'apporte de faire ce travail, c'est plutôt justement une compréhension différente du fait littéraire et une façon différente d'aborder les textes, parce que je viens d'un parcours littéraire et c'est ça qui m'intéresse. Pas tant les compétences techniques qui sont vraiment nécessaires, mais voilà, moi, c'est plutôt sur la façon donc, de comprendre comment se transmet un texte, à qui il s'adresse et quelle influence ça a sur la composition même du texte et sur le texte qu'on lit. D'accord. Cette compréhension. Et par rapport à ce que tu demandais, par rapport à les connaissances qu'il faut avoir, c'est vrai que parfois, ce travail, ça me plaît beaucoup, mais en même temps, ça me stresse beaucoup. Parce que pour faire ce travail, il faut avoir des connaissances en philologie, en paléographie, en linguistique. Et parfois, on ne les a pas tous, donc toutes. Donc, il faut les apprendre, il faut toujours apprendre de nouvelles choses. Et en fait, avant de commencer mon mémoire, parce que mon mémoire était déjà tout ce sujet que j'ai continué en thèse, je n'avais jamais regardé un manuscrit, je ne connaissais rien de paléographie et j'ai dû apprendre. Après, en faisant l'édition du manuscrit, j'ai dû apprendre d'autres choses que je ne connaissais pas. Donc, c'est ainsi un travail qui nous demande toujours d'apprendre de nouvelles choses. C'est pour ça que parfois, on pense de ne pas être capable d'apprendre encore, on ne connaît pas assez bien. Et c'est vrai aussi qu'il y a parfois des débats entre les philologues et les linguistiques, parce que les philologues doivent aussi faire le travail du linguistique, parce qu'il faut avoir des connaissances de langue et pour pouvoir aussi bien étudier un texte. C'est compliqué. Oui. D'accord, merci. Il y a peut-être... Ah oui, Rose. Alors moi, j'avais une question peut-être plus pour Lucie, parce qu'elle nous a dit que les manuscrits qu'elle travaillait, a priori, c'était des manuscrits pour des gens qui avaient peu de moyens, enfin, en tout cas, qui n'avaient pas forcément l'occasion de s'offrir peut-être des manuscrits enluminés, etc. Et comme du coup, tu me demandais tout à l'heure à propos de mon corpus, ce que j'avais choisi, et je te disais que j'avais prévu de travailler justement plutôt à la fin de ma thèse sur justement une mise en scène, enfin de certains textes qui mettaient en scène l'acte de lecture avec lequel on se réconfort. Je voulais savoir si tu avais connaissance justement d'autres manuscrits qui étaient un petit peu dans la même situation, qui avaient été écrits justement et qu'on pouvait se procurer peut-être à un peu moindre coût, en tout cas. Là, comme ça, non. Non, mais je te demande comme ça vraiment par hasard si tu en as rencontré d'autres aussi. Il y en a d'autres, il y en a d'autres, c'est sûr. Mais là,
D'accord. Non, ben, tant pis, c'est pas grave. Hein. Merci en tout cas. Oui, pour rentrer dans les détails rapidement, moi je travaille sur un manuscrit unique et qui est aussi peut-être même dans un pire état que le digital. Donc il y en a beaucoup quand même. Et oui, ce que je voulais dire pour compléter un peu ce que tu disais, Lucie, c'est que c'est aussi un travail de questionnement, de re-questionnement perpétuel du texte, parce que souvent ces textes-là, il y en a beaucoup. Il y en a qui ont été très étudiés, comme le Tristan. Il y en a d'autres qui ont été, enfin, la légende arthurienne d'une manière générale d'ailleurs, il y en a d'autres qui ont été beaucoup moins étudiés, voire pas du tout. Et à ce moment-là, quand il y a très peu d'études, il y a toujours des choses, surtout des choses écrites par les chercheurs du 19e siècle qui sont absolument assénées. C'est-à-dire qu'il y a une observation du texte, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a des affirmations qui laissent complètement stupéfait la plupart du temps. Et donc, on est obligé de re-questionner ces choses-là, cette vision. Par exemple, quand il y a des mentions marginales, par exemple, il y en a qui échappent, enfin dans mon texte en particulier, il y a des mentions qui échappent complètement, qui ne sont pas du tout prises en compte par les chercheurs qui ont travaillé sur ce texte-là. Donc, on passe à côté d'un certain nombre de mentions, de choses qui pourraient donner des indications géographiques, des indications de propriété. Je me souviens aussi d'un passage particulièrement où un verbe à la première personne du pluriel a été transcrit comme une troisième personne du pluriel, c'est-à-dire que ça change quand même beaucoup les choses. Voilà. Et donc, il faut être hyper attentif. Ça n'est pas parce qu'un texte a déjà été travaillé que ça nous dispense d'un regard neuf. Et je crois que c'est ça aussi. Moi, c'est exactement ça que ça m'a appris, en fait, ce travail. Parce que quand on commence à travailler sur la littérature médiévale, on a toujours l'exemple des textes mal édités au 19e siècle, et on se dit, oui, évidemment, ils éditaient n'importe comment, et puis donc le texte qu'on lit, évidemment, c'est un texte qui n'a rien à voir avec le texte original. Mais on a cette idée pour le 19e siècle, en se disant que pour le 20e, 21e siècle, tout va bien, il suffit d'acheter le livre en librairie, de le prendre à la BU et de le lire. Et quand on revient sur le manuscrit, on s'aperçoit que, certes, ce sont des éditions qui, scientifiquement, n'ont rien à voir avec celles du 19e siècle, et qui sont très bonnes, pour certaines excellentes, mais qui demandent quand même la médiation d'un éditeur ou d'une éditrice, et donc un travail sur le texte. Et le texte qu'on lit imprimé, c'est pas une copie du Moyen-Âge, en fait. Et en plus, même un manuscrit, une copie du Moyen-Âge, c'est pas le texte non plus. Parce que c'est déjà une variante du texte avec soit des erreurs, soit des choses qui ne sont pas des erreurs. Des fois, les copistes, ils les ajoutent ou ils changent parce qu'ils trouvent ça mieux. Voilà. Et ça, pour moi, ça a été vraiment je dirais une découverte, je le savais sur le papier, mais ce n'est pas du tout la même chose de le savoir sur le papier ou d'en faire l'expérience vraiment de vivre. Je te remercie beaucoup. D'accord. Oui, je voulais savoir aussi comment s'est fait votre choix du manuscrit à éditer. Enfin, si c'est voilà, un choix personnel lié à un parcours ou il y a une rencontre avec une œuvre, un texte. Peut-être que je savais trop rapidement quand je l'expliquais. Je sais que j'ai choisi ce manuscrit parce que c'est un manuscrit très important de la tradition de l'œuvre, qui a été toujours reconnu comme un manuscrit fondamental, mais que personne n'avait jamais édité, parce qu'en effet, il a plein de problèmes, parce qu'il a été copié en Italie par un copiste probablement italien, donc il y a beaucoup de petites fautes, il y a des italianismes. Donc, ce n'est pas la langue vraiment la langue pure originale de l'œuvre, où il est plein de lacunes, de fautes, vraiment. Et donc, les éditeurs, les Basset, ont décidé d'éditer d'autres manuscrits. Mais les autres manuscrits qui l'ont édité sont des manuscrits qui contiennent seulement une partie du roman. Donc, on a 3 éditions. Une édition d'un manuscrit qui contient la première partie, une autre édition d'un autre manuscrit qui contient la deuxième partie, une autre édition d'un autre manuscrit qui contient la deuxième partie. Donc, en fait, on n'a pas une édition avec le roman entier dans un seul manuscrit, dans le même manuscrit. Mais mon manuscrit, les 756, c'est la première partie
qui est complété par le manuscrit 757, qui contient la deuxième partie, qui a été édité par Ménard. Du coup, si on va réunir l'édition du 756 avec l'édition du 757, on va voir les romans complets dans la version d'un seul manuscrit. On ne doit pas mettre ensemble les autres deux éditions de deux manuscrits différents. Et après, parce que pendant mon master en Italie, mon professeur, mon directeur de mémoire m'avait proposé de commencer à travailler sur ce manuscrit, donc j'ai commencé. Après, Moi, c'est beaucoup moins. Moi, en fait, j'ai fait mon master sur un roman du XIIe siècle et je pensais d'abord continuer en thèse autour de ce roman et j'ai galéré à trouver un sujet, à trouver un corpus. Et Christine Ferrand-Paraché m'a proposé ces 3 manuscrits avec son enthousiasme habituel. Je suis sortie émerveillée par cette idée. Et elle m'a donné des versions scannées, j'étais très contente, sauf qu'au bout de 3 jours, je n'avais toujours pas réussi à lire un seul mot, donc j'ai un peu paniqué. Mais finalement, grâce à son aide et ses conseils, j'ai réussi. Et puis du coup, voilà, c'est grâce à, c'est elle qui m'a proposé ce texte. Et après, ensuite, j'ai quand même perdu beaucoup de temps sur le choix des manuscrits, à éditer sur les 3. J'étais d'abord partie sur. Enfin, il y en a un des 3 qui est encore plus visible que les 2 autres et qui est moins connu parce qu'il a été redécouvert plus récemment. J'ai passé beaucoup de temps à le retranscrire parce que j'arrive pas à lire si je ne le transcris pas de toute façon. Donc, et finalement, c'est pas celui-ci que j'édite. Donc, ça doit le transcrire. Donc voilà, le choix du manuscrit après parmi les 3 m'a pris beaucoup de temps. Monsieur, une question. C'est un peu par rapport à ce que vous venez de parler. Est-ce que le travail des manuscrits médiévaux entraîne aussi une opération de mise à jour du langage afin de que soit plus accessible et compréhensible pour les lecteurs contemporains? il peut y avoir des traductions après de l'ancien impérium, on édite le manuscrit comme il est. Donc, en ancien français, en moyen français. Après, il peut y avoir des traductions en français moderne. D'accord. De l'édition. Mais c'est encore un autre, c'est encore plusieurs années de travail après avoir fait. D'accord. Peut-être. Merci. Moi, j'ai une question. Je crois que Lucie, tu disais que tu n'avais pas été en contact avec le manuscrit matériellement encore, mais toi, Federica, est-ce que tu l'as touché? Non, pas encore. D'accord. Mais moi, j'ai une numérisation qui est peut-être meilleure que la numérisation que Lucie a de ces manuscrits, donc j'arrive mieux à lire, vraiment, même en train de lire, j'arrive bien à travailler sur la version PDF du manuscrit. Moi, j'y arrive bien aussi. Après, c'est juste de le voir en vrai, de d'écrire ça. Mais avec la pandémie, c'était un peu compliqué. Donc, maintenant, on espère qu'on aura l'occasion de le faire. C'est vrai que c'est fascinant aussi le fait de travailler sur les textes anciens, mais peut-être sans jamais les voir directement et justement à travers la technologie, c'est quand même, et c'est peut-être un sujet d'étude aussi, cette approche qui est absolument contemporain, mais de textes du Moyen-Âge. C'est fascinant. C'est vrai que c'est important quand même d'aller les voir après, parce qu'il peut y avoir aussi des choses qu'on n'arrive pas à voir dans la numérisation. Des petites choses, des petits détails, je ne sais pas, des petites notes qu'on n'arrive pas à voir. Par exemple, il y a des moments où les manuscrits sont troués, et donc sur le scan, on voit les lettres ou le mot de la page d'en dessous. Et alors, quelquefois, il y a des fois où je m'en suis aperçue, mais après longtemps, en fait. Et je pense qu'il y a aussi des fois où je n'ai pas dû vraiment en apercevoir. Bon, des petits détails comme ça. Oui. Est-ce que vos travaux ont fait ou vont faire l'objet de quelconque collaboration avec la BNF? Parce que clairement, là, vous êtes en train de valoriser leur collection. Je sais que des échanges avec les conservateurs qui peut-être peuvent vous aider sur les manuscrits ou autres, mais ça pourrait faire l'objet d'un travail de collaboration direct avec eux, en fait. Moi, j'aimerais bien. L'année dernière, j'ai suivi une formation sur les aluminiums organisée par l'École nationale des Chartes, qui était faite par une conservatrice de l'École nationale de France. Après, j'ai contacté la responsable des manuscrits médiévaux de la Bibliothèque nationale de France et lui demandant de pouvoir savoir pour avoir plus d'informations sur ces manuscrits. Elle m'a répondu en me disant
on ne sait pas grand-chose, juste ce qu'il est écrit sur le site de Gallica dans sa fiche descriptive, on ne sait pas plus que ça. Donc, On est toujours traité comme ça. Que ce soit la question qu'on pose. moi, j'étais très contente. Et très, comment dire, c'est un peu de devoir de travailler, je ne sais pas moi. Moi, je n'ai pas encore essayé. Bon, après, quand même, il se fait pour scanner des manuscrits. C'est quand même un gros travail grâce auquel on peut faire sauver. C'est vrai que c'est vraiment un travail de valorisation, comme tu le disais, de la collection. Et donc, C'est un valeur à créer. on vous souhaite de pouvoir collaborer. Est-ce qu'il y a d'autres questions, même de la part de notre public à distance? Je veux vous poser une Oui. En fait, c'est une question qui me traîne dans la tête parce qu'il y a avant la pandémie, quand on était en mobilisation, tu nous as fait une présentation des miniatures et tu as été coupée parce que ça brûlait dans la rue. Oui. Et alors, à ce moment-là, tu nous as dit, je crois que c'était par rapport aux miniatures, que tu avais découvert une espèce de truc, que c'était un cadeau qui avait été offert à la maîtresse de Non, c'était une hypothèse. Et tu as eu des informations. Malheureusement, je n'ai pas encore pu continuer à travailler sur les miniatures parce que c'est une chose que je dois faire un jour ou l'autre. Mais que malheureusement, je repousse tout le temps parce que l'édition du texte, c'est long et ça ne finit jamais. Et du coup, je suis encore en train de finir vraiment l'édition du texte avant de passer à l'étude des miniatures, de voir l'approfondir. Mais non, j'ai juste des hypothèses, j'ai juste pris des notes dans ces années, mais pas plus. Bon, tu me diras. Mais donc l'enluminure fait vraiment partie de ton travail aussi sur le manuscrit. Comment? Tu tiens vraiment compte de l'enluminure dans ton travail. Je vous Ça fait présente. partie de ta thèse. Oui, si je le donne. Oui, parce que c'est un autre travail encore. Oui, voilà, oui. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas me dédier à ça parce que je vais le faire tout le temps. Ce n'est pas la priorité. Du coup, je le laisse pour la dernière chose, peut-être. Et je vais le faire seulement si je vais avoir le temps. Même si j'espère pouvoir le faire. Merci. Merci beaucoup.